Donc tout d'abord, bonjour à tous, merci de votre présence. Je vais commencer par me présenter. Je suis Damien Dupéra, c'est moi qui gère la gamme de produits Max Focus chez Wattsoft. Donc bon nombre d'entre vous me connaissent déjà, car vous êtes un très grand nombre à utiliser cette solution. Aujourd'hui, nous allons étudier ensemble la sécurité, plus particulièrement la sécurité que l'on appelle multicouche. En effet, bon nombre d'entre vous s'appuient sur une ligne de défense unique pour protéger vos clients, donc notamment l'antivirus. Malheureusement, un seul outil ne peut pas vous tenir à l'abri des menaces qui sont en constante évolution de nos jours. Et ces menaces-là exigent d'être à la fois proactif et réactif. Donc les attaques actuelles nécessitent une sécurité multicouche, donc avec différents niveaux de filtrage qui vont être capables de renforcer le système au niveau du réseau et des utilisateurs. Nous aborderons également les retours sur investissement que vous et vos clients allez engendrer grâce à la mise en place d'une offre de sécurité multicouche. Donc nous allons faire ça de manière efficace. Une introduction dans laquelle nous ferons un tour d'horizon sur la sécurité en France. Nous verrons comment mettre en place cette sécurité multicouche. Pour cela, je vous donnerai quelques conseils sur ce qu'il faudrait essayer de faire chez vos clients, ce qu'il faut faire chez vos clients et ce que vous devriez faire chez vos clients. Donc nous terminerons par un résumé des actions à mener pour garantir la sécurité. Pour information, j'organise ce webinaire en collaboration avec l'éditeur des solutions Max Focus, donc l'éditeur est Logicno. Nous découvrirons rapidement cette gamme de produits. Donc il faut prendre en considération que toutes les préconisations que je vais faire peuvent être appliquées avec d'autres solutions. Donc si aujourd'hui vous utilisez Kaspersky ou d'autres solutions de filtrage et de sécurité, tous les conseils qui vous seront donnés pourront être appliqués également. Donc la sécurité en France. Nous allons voir quelques chiffres, des chiffres qui sont plutôt parlants. Donc notamment, en un an, la France est passée du 15e au 14e rang mondial des pays où la cybercriminalité est la plus active. Donc il y a de plus en plus d'attaques faites sur les infrastructures françaises. Chaque jour en 2014, 1 million de nouveaux logiciels malveillants ont été découverts dans les ordinateurs français. Une augmentation de 25% en un an, ce qui est énorme. Les TPE et les PME, qui sont vos principaux clients, j'imagine, sont les cibles de 77% des cyberattaques en France. En effet, vous avez tous en tête des grands noms. Par exemple, dans l'actualité, il y a peu de temps, Ryanair a été victime d'une attaque. Donc, ils ont été délestés de 4,5 millions d'euros par des hackers chinois. On a aussi en mémoire la chaîne TV5 Monde qui a été privée de diffusion suite à une attaque informatique. Mais il faut savoir que ces attaques ne ciblent pas uniquement les grands comptes. Donc les TPE et les PME deviennent des cibles prioritaires. Pourquoi ces TPE-PME deviennent des cibles prioritaires? Tout d'abord, 50% des TPE se considèrent trop petites pour intéresser les hackers, les cyberattaquants. Ils se disent, pourquoi les gens m'en voudraient? Je suis une petite société, j'ai rien à craindre. Donc là, c'est vraiment quelque chose, un travail de fond qu'il va falloir faire, il va falloir sensibiliser vos clients, les éduquer sur le fait que eux peuvent être victimes d'attaques. En fait, la raison est connue pourquoi les hackers privilégient les petites sociétés, donc les PME, car ces PME travaillent souvent avec des grands comptes et détiennent des informations qui sont capitales, mais elles n'ont pas une sécurité suffisante pour protéger ces informations-là. Donc les hackers s'attaquent en priorité à ce que l'on peut appeler le maillon faible. Ce qu'il faut voir, c'est que les attaques qui sont faites chez ces clients, donc 70% des attaques, des brèches détectées chez les clients sont détectées en moyenne 205 jours après l'infection du parc. Ce qui est énorme, ça laisse 205 jours aux hackers pour prendre les informations dont ils ont besoin. Donc il faut absolument détecter et bloquer ces attaques avant qu'elles interviennent sur le réseau. On l'imagine bien, ces attaques ont un coût pour les sociétés. Ça peut aller de quelques centaines d'euros à un cryptolocker sur lequel on a réussi à obtenir la clé de cryptage, enfin de décryptage plutôt, jusqu'à des millions d'euros, comme on l'a vu pour Ryanair, suivant la taille de la société.
Si on élargit un petit peu notre vision et qu'on regarde le monde, il faut savoir que le vol des données coûtera aux entreprises 2100 milliards de dollars en 2019, ce qui représente 2,2% du PIB mondial. Donc c'est énorme, c'est gigantesque comme chiffre. Il faut se rendre compte que la cybercriminalité augmente de jour en jour et n'a pas encore atteint son apogée et va l'atteindre d'ici quelques années. Donc protégez-vous dès maintenant. La question que l'on se pose, la question n'est plus est-ce que je vais être attaqué, mais quand. Euh, donc nous allons voir comment protéger les clients et comment cette protection, on peut l'avoir comme un retour sur investissement. Donc la prévention, c'est rentable aussi bien pour vous que pour vos clients. En effet, il est préférable, par exemple, d'avoir investi dans un système de sauvegarde plutôt que de passer des heures à rétablir un système, aussi bien que pour vous que pour le client. C'est donc un vrai retour sur investissement. Donc l'argent qu'on aurait investi dans de la sécurité, tel que de la sauvegarde, de la protection, cet argent, on aura un retour forcément. Ça peut être le mois suivant, ça peut être des années plus tard, grâce aux économies que nous allons réaliser grâce à ces investissements. Donc regardons de plus près dans quel domaine les sociétés investissent actuellement et vont investir plus tard. Donc la confidentialité, tout ce qui est sécurité, cryptage, protection des données. L'intégrité du système, donc on doit s'assurer que le système, le parc du client est en bonne santé et bien protégé, donc la proactivité, tout ce qui est supervision. La disponibilité, donc on en a parlé, la sauvegarde et la redondance des données. Vous devez tirer profit de ces opportunités. Donc il y a des menaces en cours, il y a des menaces qui sont à venir. Tout ça, c'est des opportunités de business. Il ne faut pas les manquer. Donc vous devez être prêt à proposer des offres de sécurité multicouches. Il ne faut plus se contenter d'un simple antivirus, qui est, on va dire, le dernier rempart lors d'une attaque. Vraiment proposer à vos clients différentes solutions de sécurité. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'un client qui est protégé sera un client rassuré, donc un client fidèle. Donc je vous rappelle, mais un client qui est satisfait sera votre meilleur commercial. Donc en effet, le client satisfait avec le bouche à oreille peut vous emmener une clientèle non négligeable. Donc là, la question qui vous vient à l'esprit, c'est comment assurer la sécurité de mes clients. Nous allons voir ça. Donc avant de voir comment protéger les clients, on va voir comment les clients sont attaqués. Donc les principaux vecteurs d'attaque, ce sont les mails. Les mails, on en reçoit une quantité très importante tous les jours. Donc tout type de mails, on va dire professionnels, comme des mails de spam. Ces mails donc contiennent très souvent des pièces jointes qui sont pas forcément bonnes pour la santé du réseau, si on peut dire ça comme ça. La navigation web, donc sur le web, il y a tout le temps des pop-up qui arrivent, on est tout le temps, on va dire, amené à cliquer sur des liens. Ces liens sont des liens malveillants. Des menaces internes, donc l'employé qui arrive avec une clé USB qui n'a pas été scannée par un antivirus. Donc des menaces qui peuvent être des actions même internes qui peuvent amener à une défaillance de sécurité. Et tout simplement le réseau, des menaces peuvent se propager via le réseau de l'entreprise. Si on regarde de plus près, 93,9%, donc on va dire 94% des attaques sont des attaques externes. Donc les vecteurs d'attaque, ce sont les pièces jointes dans les mails qui représentent 40% des menaces. Les liens dans les mails, donc c'est vrai que souvent dans les mails, on nous demande de cliquer sur un lien pour aller consulter une facture, consulter une page web. Donc très souvent, ce sont des liens malveillants avec des scripts qui se lancent automatiquement par la suite. Téléchargement web, des fois, on pense télécharger l'exécutable d'un navigateur Internet. Sauf que l'on tombe sur un site qui a été falsifié, l'exécutable que l'on télécharge n'est pas le bon, c'est un exécutable qui est vérolé, et là, on infecte tout le parc. Donc l'installation de logiciels, ça vous l'avez remarqué, quand on installe un logiciel, on a tout le temps plein de cases à décocher pour être sûr qu'il n'y ait pas d'autres applications qui soient installées. Donc souvent, les applications qui sont installées sont des malwares. Une fois que les malwares sont présents sur le parc, ils téléchargent par eux-mêmes d'autres applications. Donc là, c'est vraiment un cycle infernal qui se lance. L'injection à distance, donc des failles de mise à jour Windows, des failles de navigateur permettent d'injecter des menaces à distance. Et la propagation via le réseau est également une source d'attaque.
Donc 80% des attaques qui ont été abouties, donc qui ont réussi à faire un vol d'informations ou à nuire à la société, sont liées à des menaces externes. Donc, ce qu'il faudrait essayer de faire. Ce que je veux dire par là, c'est que les conseils que je vais vous proposer sont des conseils qui vont fortement améliorer la sécurité du client, mais qui vont demander, on va dire, une nouvelle philosophie, on peut pas dire ça comme ça, mais de nouvelles habitudes à prendre pour vous et pour le client. Les droits administrateurs. Donc là, c'est un vrai débat. Est-ce que je dois laisser les droits administrateurs à mon client? Est-ce que je dois les retirer? Ben, la réponse que je vous donne, c'est il faut retirer les droits administrateurs. Il y a des chiffres qui sont parlants. Donc 97% des failles de sécurité peuvent être limitées en supprimant les droits administrateurs. En effet, une fois que la menace, on va dire, est passée via une faille de sécurité, elle est présente sur le poste du client, sur le PC. Une fois qu'elle est sur le PC, eh bien, elle se trouve bloquée par manque de droits, donc par le manque de droits de l'ordinateur qui ne peut pas aller plus loin sur le réseau. Donc 80% des failles de sécurité Windows peuvent être limitées en supprimant les droits administrateurs. Et exactement la même chose pour les failles d'Internet Explorer. Donc là, c'est encore plus important. 99,5% des failles d'Internet Explorer peuvent être limitées en supprimant ces droits administrateurs. Donc cette solution est une solution gratuite. Souvent, on aime bien, moi j'aime bien quand les solutions sont gratuites. Donc j'imagine que c'est pareil pour vous. N'hésitez pas à retirer les droits administrateurs. Enfin, moi, de mon point de vue, je préfère par exemple passer 5 à 10 minutes à faire une prise en main à distance chez mon client pour installer un logiciel dont il a besoin, plutôt que passer des heures à rétablir un PC, à rétablir un serveur qui est tombé à cause d'une attaque liée à l'installation d'un logiciel fait par le client. Donc cet investissement de temps qui sera fait de votre part, donc à installer le logiciel à la place du client, est vraiment bénéfique pour tout le monde. Adobe Flash. Donc moi, si j'avais un conseil à vous donner concernant Adobe Flash, c'est désinstaller le Flash Player. Vous n'avez pas besoin de Flash Player, il faut arrêter de l'installer. En effet, dans, on va dire, 80% des activités professionnelles, les activités professionnelles n'ont pas besoin de Flash Player. Si l'utilisateur veut regarder sa vidéo YouTube à la pause déjeuner ou regarder une vidéo sur le web, eh bien, il le fait depuis son téléphone portable. Il n'a pas utilisé le parc, l'ordinateur de l'entreprise pour regarder une vidéo qui pourrait mettre en péril toute la sécurité du réseau. Donc Flash Player est le module le plus défaillant, si on peut dire, le plus attaqué. Les hackers passent en priorité par Flash, car il y a beaucoup de failles dans ce module-là. Il faut désactiver ce module qui est une porte d'entrée pour les attaques. Réduire la surface d'attaque. Donc là, on est en corrélation, on va dire, avec Flash. Tous les modules que l'on trouve dans les différents navigateurs, donc Java, QuickTime, Silverlight, sont des possibilités de failles. Ces modules ne sont pas parfaits, il y a toujours des failles qui sont détectées quotidiennement. Donc, si vous le pouvez, désinstallez ces modules-là. Installez-les uniquement sur demande. Si votre client est bloqué pour une application particulière, pour une demande particulière, installez le module. Mais dans 90% des cas, les clients n'auront pas besoin de ces modules-là. Donc, désinstallez-les. Vous allez fermer beaucoup de portes aux hackers. Mettre à jour Microsoft Office. C'est vrai que je discute régulièrement avec vous, et puis on en vient à parler des mises à jour du parc. Puis vous me dites, oh, Microsoft Office, c'est pas grave, les mises à jour, ça peut attendre. En plus de ça, c'est souvent des mises à jour qui sont plutôt lourdes. Ça utilise la bande passante, on fera ça plus tard. Arrêtez d'avoir ce type de comportement. Microsoft Office a beaucoup de failles de sécurité, et ces failles de sécurité sont exploitées par les hackers. Vous devez mettre à jour Office comme n'importe quelle autre application du système. Exactement la même chose pour les systèmes d'exploitation. Dès que vous en avez la possibilité, il faut mettre à niveau les systèmes d'exploitation. Si Microsoft propose des nouveaux systèmes, il y a bien une raison. Dans un premier temps, il y a une raison financière, c'est pour gagner de l'argent, mais il y a des raisons essentielles qui sont la sécurité également. Ces systèmes sont améliorés sans cesse en termes de sécurité. On en reparlera un petit peu après dans la présentation. Donc dès que vous le pouvez, incitez vos clients à faire les mises à jour des OS.
On ne doit plus trouver du XP, du Vista sur les parcs clients, c'est obsolète. S'il vous plaît, faites les mises à jour. Moins de logiciels est égal moins de failles. Donc, essayez de restreindre au maximum le nombre d'applications qui sont installées sur les PC des clients. Chaque application possède ses défaillances, possède ses points faibles, donc installez-en le moins en moins possible. Et encore une fois, je répète, le client ne doit pas être capable d'installer son propre logiciel. Comme je l'ai dit, l'exemple du navigateur qui n'est pas vraiment, on va dire, un vrai navigateur, le client pense installer Google Chrome sur son PC, il tombe sur un site web qui est contrefait, il lance un exécutable qui est vérolé, et là c'est tout le parc qui est infecté. Donc si vous le pouvez, désactivez ces droits administrateurs. Ce qu'il faut faire, donc là, dans la catégorie ce qu'il faut faire, c'est vraiment ce que vous devez absolument mettre en place pour être prêt à protéger vos clients contre les nouveaux types de menaces qui sont en cours. Donc, une protection de base, le minimum vital, l'antivirus. Je vous conseille d'utiliser ce que l'on appelle un antivirus géré, un antivirus centralisé grâce à une console qui nous permettra de voir si tout est à jour, si des menaces ont été détectées, avoir des alertes. Appliquer les correctifs. Il faut absolument mettre à jour les postes des clients. Ça corrige beaucoup de failles, ça améliore la productivité des machines. Donc, appliquez les correctifs, que ce soit les correctifs Microsoft, les correctifs Windows ou que ce soit les correctifs d'applications tierces. Le filtrage web, on a vu que la navigation web était un facteur d'attaque également. On doit filtrer le web. Vous avez deux raisons de filtrer le web. Le premier, bien entendu, c'est la sécurité. On doit protéger les utilisateurs qui sont par moments novices, qui ne savent pas trop, qui ne sont pas au courant des menaces. Donc on doit les empêcher d'aller sur des sites contrefaits, des sites malveillants. Et dans un second temps, on pourra mettre en place un filtrage web pour des raisons de productivité. La sauvegarde, donc là, c'est vrai qu'on a bien évolué. Il y a 2-3 ans en arrière, les clients n'avaient pas de sauvegarde. C'est vrai que pour eux, la sauvegarde, ça paraissait superflu, ce n'était pas utile. Les mentalités ont évolué, donc ça, c'est bien pour nous. Aujourd'hui, il y a au minimum une sauvegarde locale qui est faite. Mais moi, ce que je vous conseille de faire, c'est avoir une sauvegarde à la fois locale et externalisée. On ne sait jamais ce qui peut arriver. L'externalisation est une très bonne chose pour le client. On a vu au début de cette présentation que la réactivité et la proactivité sont des choses essentielles pour la sécurité. Donc je vous conseille fortement de mettre en place un monitoring sur votre réseau, faire des tests de ping pour voir si les éléments de sécurité sont toujours disponibles, faire du SNMP pour remonter des informations, vérifier des services, voir s'ils sont toujours lancés, s'ils n'ont pas été arrêtés, les redémarrer si besoin. Donc vraiment, la supervision permet de détecter les pannes, détecter les failles avant qu'elles impactent concrètement le client. La valeur ajoutée du filtrage web. Donc déjà, le filtrage web, premier aspect, ça va être réduire le risque d'infection. On va empêcher les utilisateurs d'aller sur des sites contrefaits, des sites qui peuvent nuire à la sécurité. Sensibiliser vos clients à l'utilisation du web. C'est vrai que le chef d'entreprise, il se dit, bon, ben, mes utilisateurs, ils vont sur le web, c'est pour le travail, ils ne sont pas amenés à aller sur des sites dangereux pour moi. Grâce au rapport que vous pouvez générer grâce aux outils de filtrage web, vous allez pouvoir montrer à vos clients les catégories de sites qui sont visités. Donc là, vous avez un exemple sous les yeux. Les catégories, donc on voit malware, phishing, botnet, des termes qui ne sont pas, on va dire, très chaleureux, des termes qui peuvent nuire à la sécurité du parc. On voit que ces menaces ont été bloquées via le filtrage web. Donc là, c'est vraiment une valeur ajoutée. N'hésitez pas à exploiter ces rapports pour prouver aux clients que le filtrage web est essentiel à la sécurité de son entreprise. Utilisez ces rapports également pour expliquer les lenteurs du réseau. Souvent, vos clients vous appellent « Oh là là, Internet c'est ultra lent, j'arrive pas à travailler ». Grâce au filtrage web, on va pouvoir déceler les postes qui utilisent beaucoup de bandes passantes. Donc que ça soit du download ou de l'upload, on va pouvoir traquer les PC qui nous utilisent du Google Drive, du Dropbox, qui nous saturent la bande passante, les gens qui font du streaming, les gens qui passent leur temps sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont vraiment une plaie en termes de sécurité. On les connaît bien, souvent sur Facebook, sur Twitter, on est amené à regarder une vidéo. Bien entendu, quand on clique sur cette vidéo, on nous dit que
entre guillemets, notre Flash Player n'est pas à jour, on nous demande de télécharger cette nouvelle version, et la nouvelle version n'est pas du tout un Flash Player, c'est un malware, un trojan que l'on va introduire sur le parc. Vous pouvez utiliser le filtrage web, excusez-moi, comme un outil juridique pour vous protéger, pour voir quel est l'utilisateur qui a été sur tel site web, qui a éventuellement infecté le réseau, et identifier le trafic et les utilisateurs suspects. Sur certains posts de mes clients, on voyait une navigation web qui paraissait vraiment très étrange. Au départ, on a incriminé donc l'utilisateur, on lui disait bah, arrête d'aller sur ces sites-là, c'est pas des sites de confiance. Et en fait, on s'est rendu compte que ce n'était pas l'utilisateur qui se rendait sur ces sites-là, c'était un malware qui était présent sur le parc et qui consultait des pages web, qui interrogeait des serveurs malsains, si je peux dire, pour la sécurité du parc. Donc le filtrage web est à la fois un outil de protection et un outil que l'on peut utiliser comme un outil de prévention, d'audit pour détecter les menaces qui seraient éventuellement déjà présentes sur le parc du client. L'importance des mises à jour. Donc, il faut absolument mettre à jour les PC et les serveurs de vos clients. Je vais vous donner un petit exemple. On va prendre l'exemple du MS 15034. C'est une mise à jour qui a été publiée par Microsoft. Cette mise à jour a été publiée le 14 avril 2015, donc c'est pas si vieux que ça. Cette mise à jour avait une faille de sécurité à l'intérieur. La faille a été donc reportée par Microsoft. Le problème, c'est que cette faille a été patchée le 22. Donc il y a un laps de temps durant lequel cette faille a été donc ouverte pour tous les hackers. Et là, on voit de nos propres yeux en fait qu'il y avait un site web donc de hackers qui vendait le code malveillant qui permettait de s'infiltrer via cette faille. Donc pour 12 000 $, donc 12 200 $, on pouvait acheter le code et donc exploiter cette faille de sécurité. Donc là, il faut se rendre compte que si aujourd'hui vous avez mis en place un système de patch management, donc d'installation des mises à jour mensualisées, eh bien la faille, elle aurait été présente sur votre parc pendant un laps de temps vraiment énorme. Donc votre parc aurait pu être attaqué durant un laps de plus d'un mois, ce qui est énorme. Moi, je conseille au minimum l'installation des mises à jour une fois par semaine. Si vous pouvez le faire 2 fois par semaine, c'est l'idéal. Vraiment, installer les patchs 2 fois par semaine, c'est quelque chose qui garantira une sécurité du parc et une productivité du parc client. Le réseau segmenté. Donc là, on va aller un petit peu plus dans le vif du sujet, le réseau. Aujourd'hui, la plupart des entreprises utilisent un réseau que l'on peut considérer comme un réseau à plat. Donc avec un sous-réseau du type 192.168.1.x, donc .x appareil. On peut voir ça un petit peu comme un fourre-tout. Tous les appareils sont connectés sur le même sous-réseau. C'est vraiment pas pratique. Il est beaucoup plus sûr d'utiliser ce que l'on appelle un réseau segmenté, ce qui va nous permettre d'appliquer facilement des règles essentielles à la sécurité du parc. Donc là, vous avez un schéma que je vous conseille, un schéma qui va garantir la sécurité. Donc par exemple, les imprimantes. Les imprimantes ne doivent pas communiquer avec le web, elles n'ont aucune raison de le faire. Donc il suffit tout simplement, grâce au pare-feu, d'interdire l'accès au web au sous-réseau qui se termine donc par 5x. Comme ça, toutes les imprimantes n'auront pas accès à Internet. Donc là, avec une simple règle, on bloque tout le parc d'imprimantes. Autre exemple, les postes utilisateurs doivent communiquer uniquement avec le serveur de l'entreprise. Elles n'ont pas besoin de communiquer entre elles. Pourquoi les PC de l'entreprise auraient besoin de communiquer entre elles? Il n'y a pas de raison. La seule raison qui pourrait arriver, c'est tout simplement pour propager un virus sur le réseau. On n'a pas envie que ça arrive, donc on va bloquer les postes de travail avec une règle qui dit les PC communiquent uniquement avec le serveur et elles n'ont pas besoin d'aller communiquer entre elles. Donc certes, c'est une petite méthodologie, une petite logique à mettre en place. Donc on va segmenter le réseau, on va séparer les différents éléments, les serveurs, les PC admin, les imprimantes, mais ça va vous permettre par la suite de gérer beaucoup plus facilement la sécurité du parc. Quelques conseils sur le pare-feu, on vient d'en parler. Restriction des postes de travail. Les postes de travail ne doivent pas avoir la possibilité de consulter un serveur DNS externe. Elles doivent uniquement consulter le serveur DNS de l'entreprise.
La restriction sur les postes admin, c'est exactement pareil, pas de DNS externe. Les imprimantes, pas d'accès web, s'il vous plaît, bloquez l'accès web aux imprimantes. C'est une faille de sécurité. Pour les serveurs, on va tout interdire, sauf l'accès à un DNS externe, bien entendu. On va restreindre le protocole NTP sur des IP spécifiques. Il faut savoir que pour les attaques que l'on appelle DDoS, donc les attaques par déni de service, le premier vecteur qui est utilisé, c'est le serveur DNS. Donc celui-là, il est bien connu. Généralement, on protège assez bien cette partie-là. Le deuxième vecteur est le protocole NTP, donc Network Time Protocol, le système qui permet de synchroniser l'heure sur le réseau, et le deuxième vecteur d'attaque DDoS. Si ce protocole est mal sécurisé et mal protégé, vous serez donc sensible à des attaques par déni de service. N'hésitez pas à exploiter tout ce qui est log, tout ce qui est journaux d'événements du réseau et du parc. Ces journaux sont vraiment essentiels à la sécurité. On va pouvoir déceler toutes les activités anormales, tout ce qui paraît suspect sur le réseau du client. Donc on verra par la suite comment gérer facilement ces journaux d'événements, parce qu'il y en a quand même un petit paquet. Donc on verra comment les exploiter avec succès. Ce que vous devriez faire. Donc là, on a vu vraiment le minimum vital, ce qu'il faut mettre en place chez vos clients pour assurer une sécurité convenable. Là, on va voir ce que l'on peut mettre en place pour assurer une sécurité au top. Protection mail. On l'a vu, 70% des attaques proviennent des mails. Proposez de préférence une solution de filtrage mail basée dans le cloud. Elle vous permettra de bloquer les menaces avant qu'elles atteignent l'infrastructure du client. Donc la plateforme cloud bloquera la menace avant que ça intègre vraiment, que ça arrive directement au réseau. Parce que la plupart du temps, on met en place une solution de filtrage, on va dire en local. Donc c'est-à-dire le flux de mail arrive quand même sur le serveur mail. Et une fois que c'est dans le serveur mail, on filtre tout ce qui arrive et on met ça sur une zone de quarantaine. Il faut savoir que des fois, les zones de quarantaine ne sont pas infaillibles. Les menaces peuvent quand même s'échapper. Vous êtes en train de vous dire sûrement, j'utilise Office 365, j'en ai pas besoin. C'est dans le cloud et en plus de ça, il y a déjà une sécurité qui est mise en place. Ça va faire doublon, ça ne sert à rien. Ce n'est pas vrai. Il faut savoir déjà que la protection de base qui est fournie avec Office 365 est basée sur Microsoft Security Essential. Donc là, on ne va pas partir sur un débat, mais on sait très bien que ce niveau de sécurité est l'un des plus mauvais en termes de protection antivirus. Donc je vous laisse imaginer la qualité du filtrage qui est réalisé par défaut sur Office 365. Je vous conseille une solution. Si j'avais un petit conseil à vous donner, n'hésitez pas à utiliser MaxMail, la solution proposée par MaxFocus. On y reviendra après. C'est une solution qui intègre 4 moteurs de protection différents. Donc Clam AV, CloudMark, Siren et Siren Outbreak, donc qui va garantir une sécurité du parc. Donc là, encore une fois, c'est une piste que je vous donne, mais n'hésitez pas, si vous avez déjà une solution de protection mail favorite et qu'elle est basée dans le cloud, mettez-la en place chez les clients. Ça va garantir la sécurité du flux de mail. C'est un retour sur investissement qui est très important. On l'a vu, le mail est vraiment le vecteur d'attaque principal en entreprise. Donc certes, on va débourser quelques euros par mois et par boîte mail pour protéger ces boîtes-là, mais je pense que ça vaut réellement le coup. Je paye quelques euros par mois pour protéger mes mails. Imaginons le coût qu'aurait une attaque, par exemple, de CryptoLocker sur le parc client. Les CryptoLockers passent, on va dire, dans 80% des cas, les CryptoLockers ont été amenés via une pièce jointe ou un lien qui se trouvait dans un mail. Un CryptoLocker qui arrive à s'immiscer sur un PC, vous imaginez les dégâts, vous connaissez ce type de menace, ça crypte l'intégralité du parc. On va passer des heures, voire des jours, à rétablir le parc dans sa totalité. Donc, qu'est-ce que c'est quelques euros par mois comparé à une réinstallation complète d'un parc client? Aussi bien pour vous que pour le client final, en termes de coûts et d'investissement de temps, c'est phénoménal. Autre conseil, archiver les emails. Pourquoi je devrais archiver mes emails? Premièrement, pour la sécurité. On ne sait jamais, un utilisateur qui fait une fausse manip, qui supprime des emails, on va dire, critiques, ça peut être
autre chose qu'un utilisateur, ça peut être tout simplement une menace présente sur le parc qui supprime des emails ou qui les a cryptés et malheureusement on n'avait pas de sauvegarde pour les restaurer. Donc vraiment archiver les emails pour des raisons de sécurité et dans un second temps pour des raisons de productivité. On sait qu'un serveur mail qui est surchargé avec une quantité de mails trop importante est un serveur mail qui va ramer, si je peux dire, donc qui va perdre en productivité. La gestion des mots de passe. Les mots de passe aujourd'hui, on va pas se le cacher, c'est prise de tête. On nous met en place des restrictions, on va dire c'est pour notre bien, on nous demande de mettre en place au minimum 8 caractères avec des majuscules, des minuscules, des chiffres. Moi, ce que je vous conseille, que ça soit pour les mots de passe administrateurs, pour les mots de passe des appareils comme les routeurs, les switches, les points d'accès Wi-Fi, les services externes, donc les enregistrements DNS, vos logins pour accéder à votre fournisseur d'accès, utilisez un gestionnaire de mots de passe. Il y a une quantité de gestionnaires de mots de passe qui sont disponibles aujourd'hui. Ça va de la solution libre à la solution payante. La gestion des mots de passe est quelque chose de très important. Vous devez mettre en place des mots de passe complexes chez vos clients. Pour générer ces mots de passe complexes, utilisez un gestionnaire de mots de passe. Donc moi, une petite piste, je vous conseille Passeportal, qui est une solution qui est dédiée pour les MSP, enfin qui est conseillée pour les MSP, donc les fournisseurs de services infogérés, qui vous permettra de créer un dossier par client, créer des sous-catégories pour les différents types de mots de passe que vous souhaitez mettre en sécurité. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil, mais comme je l'ai dit, il y a beaucoup d'autres solutions qui vont vous permettre de gérer les mots de passe facilement. Les événements de sécurité et alertes. Donc je vous ai conseillé de jeter un œil régulièrement dans les logs, les journaux d'événements. Là, je vous donne une liste en fait de tous les journaux d'événements qu'il faut tracer pour assurer la sécurité du parc. Donc, quel type de code de sécurité on va tracer? Donc, le pare-feu qui a été désactivé, ce qui est quand même relativement critique, des comptes utilisateurs qui ont été créés, qui ont été modifiés, qui ont été upgradés, si je peux dire, en termes de droits. Des fois, c'est tout simplement des hackers qui s'auto-attribuent des droits administrateurs pour aller plus loin dans le réseau. Donc, on va utiliser une solution pour tracer ces journaux d'événements et être alerté dès que des événements critiques ont été enregistrés. Donc là, ceux qui utilisent la solution Max Remote Management reconnaissent très bien cette fenêtre qui est le système qui permet d'analyser les journaux d'événements. Donc en fait, on va tout simplement mettre en place des alertes. Donc on va indiquer dans quel journal d'événements le système doit aller fouiller, quel est le type d'événement qui doit nous faire remonter, et on va pouvoir tracer donc les événements relatifs aux modifications de sécurité. Il y a d'autres événements qu'il faut absolument regarder. C'est les crashs d'applications. Si une application crash, il y a une raison. C'est que cette application a été potentiellement infiltrée, a été, on va dire, hackée. Donc notamment si Flash Player crash, si Java crash, il y a beaucoup de chances que cette application soit corrompue et qu'une attaque soit en cours sur le réseau. Donc on va mettre en place un système d'alerte. On va tracer les ID, donc 1000, 1001, 1002, 1004 et l'ID 41 qui nous indique qu'une application a crashé. Donc dès qu'une alerte sera émise, il faudra aller jeter un œil pour voir si c'est tout simplement, on va dire, une surcharge du système qui a entraîné le crash de l'application ou s'il y a vraiment une faille en cours sur le système. Sécuriser les sites web de vos clients. Beaucoup de vos clients utilisent le célèbre WordPress, qui est un très bon outil pour mettre en place un site web. Donc un outil facile à utiliser, relativement sympa. Mais il y a quand même des précautions à prendre avec WordPress. Ne jamais utiliser le profil admin qui est créé par défaut comme utilisateur. Donc dès que vous créez le WordPress, enlevez ce profil-là, c'est celui qui est attaqué en priorité. Utilisez un mot de passe complexe, donc grâce au gestionnaire de mots de passe que vous allez mettre en place, ça sera facile à faire. Ne publiez pas votre nom d'utilisateur sur le site. On peut, quand on publie un article ou autre, indiquer quelle est la personne qui a publié ça. Faites-le entre guillemets en anonyme ou utilisez un autre pseudo. N'utilisez pas le login qui vous permet de vous connecter.
Ça peut paraître bête, mais il y a beaucoup de monde qui utilise cette méthode. Limiter le nombre d'IP pouvant se connecter. Ça va permettre tout simplement de réduire les attaques en brute force. Donc généralement, vous n'allez pas être 400 personnes à essayer de vous connecter en même temps à l'interface WordPress. Donc il y a une option qui permet de limiter le nombre d'IP qui peuvent se connecter. Une chose essentielle, gardez les plugins à jour. WordPress intègre une panoplie de plugins pour embellir le site web, donc c'est vrai que c'est plutôt sympa à regarder, mais s'il vous plaît, gardez ces plugins à jour. Il y a des mises à jour constantes qui sont faites, ces mises à jour ne sont pas là pour rien, c'est que des failles ont été détectées, donc appliquez les mises à jour dès que possible. Mise à niveau vers Windows 10. Donc Windows 10, il y a des débats qui sont en cours sur le fait que Microsoft analyse les données clients, ainsi de suite. Mais il y a une chose qu'il faut voir, c'est que Microsoft a fait un travail formidable sur la sécurité. Notamment avec le système AppLocker qui permet de faire une liste blanche d'applications qui va nous permettre donc de limiter les intrusions sur le réseau. Donc voilà, si votre client vous demande absolument les droits administrateurs, utilisez au minimum ce système de AppLocker qui va l'empêcher d'installer tout type d'application. L'authentification multifacteur qui a été intégrée par défaut dans Windows 10 est un vrai plus pour la sécurité. Les options de Data Loss Prevention qui ont été mises en place, donc pour prévenir les fuites de données, Windows 10 analyse le comportement du système et va bloquer, mettre en place automatiquement des sécurités si un comportement anormal est en cours sur le système. Le BitLocker, qui est disponible depuis quelques années déjà, mais là qui a été encore mieux intégré dans Windows 10, qui va nous permettre de crypter facilement les données du client. Donc n'hésitez pas à mettre à niveau les parcs clients en Windows 10, ça apportera de la sécurité. Les pen tests, donc en français on appelle ça les tests d'intrusion. Ce que je peux vous conseiller, c'est une distribution donc qui est basée sur une distribution Linux qui s'appelle Kali Linux, qui est spécialisée dans l'audit et le pen test, donc les tests d'intrusion. Kali Linux est gratuit, donc pourquoi s'en priver? Est une distribution qui est proposée avec 600 outils qui sont préinstallés, qui va vous permettre d'effectuer des tests de sécurité sur le parc, sur votre parc à vous ou sur le parc de votre client. Donc allez jeter un œil sur le site web, c'est vraiment quelque chose de sympa. Donc je ne vais pas vous dire que c'est quelque chose de pré-packagé où on va cliquer sur un bouton, il va faire tous les tests d'un seul coup et vous dire attention, le réseau ne va pas. Il y a des choses qui sont pré-packagées. Après, si on veut faire des tests avancés, il faut quand même quelques connaissances sur cet outil. Mais ce qui est vraiment bien, ce qui est bien fait, c'est qu'il y a toute une communauté derrière cette distribution qui vous expliquera, qui vous donnera des tutos pour mesurer la sécurité de votre parc et voir les failles potentielles. La sauvegarde. On a abordé ce sujet en début de présentation. Une sauvegarde, c'est bien. 2 sauvegardes, c'est mieux. Donc, la sauvegarde locale est quelque chose qui est en train de se répandre, qui est plutôt assez répandu chez les clients. Donc, déjà, c'est très bien. Je félicite les clients qui ont mis en place une sauvegarde en local. C'est vraiment un premier élément de sécurité. Mais la sauvegarde externalisée, c'est vraiment l'avenir en termes de sécurité. Vous devez mettre en place de la sauvegarde externalisée. Pourquoi? Pour des raisons de sécurité. On a les données qui sont stockées sur 2 endroits différents. En cas d'incendie, d'inondation, de vol des machines, si on nous vole le serveur sur lequel on a fait les sauvegardes ou si on nous vole le NAS qui sert à faire les sauvegardes, la sauvegarde n'a servi à rien. Donc, proposez à vos clients, donc dans votre offre que l'on va appeler l'offre de sécurité multicouche, proposez à vos clients une solution de sauvegarde externalisée. Il y a de plus en plus de solutions que l'on appelle hybrides, qui sont capables de faire à la fois une sauvegarde externalisée et une sauvegarde en local. Donc c'est quelque chose qui vous facilitera la vie et qui permettra la mise en place facilement de ce genre de sécurité. Parlez à vos clients. Donc là, ça paraît tout bête, mais le dialogue que l'on va faire avec les clients est vraiment très important. Il faut les sensibiliser, les tenir informés. Donc comme je l'ai dit, comme on l'a vu, les petites sociétés se considèrent vraiment, on va dire, éloignées de toutes ces attaques IT. Elles se pensent vraiment trop petites pour intéresser les hackers. Ce n'est pas vrai. Il faut les sensibiliser
sur le fait qu'elles peuvent être attaquées. Donc il y a des hacks qui sont là juste tout simplement pour nous embêter. Il y a les cryptolockers qui sont en train de se répandre de façon très importante. Donc il faut vraiment sensibiliser et que vos clients prennent les mesures nécessaires pour protéger leur parc. Montrez à vos clients que vous savez de quoi vous parlez. Donc vous devez vraiment avoir une assurance quand vous parlez à votre client, ne pas avoir de manque de compétences. On a certains clients qui sont un petit peu tournés vers l'IT, qui lisent des journaux, qui vont vous poser des questions sur ce qu'ils ont lu dans le dernier article sur le web. Vous devez, entre guillemets, vous garder à jour et être au courant des nouvelles menaces, des menaces en cours dans l'IT. Donc montrez que vous savez de quoi vous parlez, ça permettra de vendre plus facilement aux clients. Donc restez informé des menaces. On a parlé des mises à jour du parc client, mise à jour des serveurs des PC, mais mettez-vous à jour vous-même afin d'assurer un niveau de connaissance convenable. Donc gardez en tête que vos erreurs sont des opportunités pour la concurrence. Donc quelque chose que vous auriez oublié de mettre en place chez le client, une faille de sécurité qui est liée à votre faute est vraiment une opportunité pour la concurrence. Ils ne vont pas hésiter à appuyer sur ce point qui fait mal en démarchant votre client pour lui dire bah, vous voyez votre prestataire actuel, il a mal fait les choses, c'est à cause de ça que vous avez subi une attaque. Donc moi, je fais les choses bien, n'hésitez pas à faire appel à mes services. Donc ça paraît bête, mais gardez ça en tête. Il faut vraiment donc faire des efforts. On va dire les deux parties vont faire des efforts. Vous, en tant que prestataire, le client final va faire des efforts, mais ces efforts seront gagnants pour tout le monde. Donc, on arrive à la conclusion. Un petit débriefing rapide. Qu'est-ce que je dois faire pour assurer la sécurité du parc client, pour mettre en place mon offre de sécurité multicouche? Donc, supprimer les droits administrateurs. Là, on n'a pas besoin d'outils spécifiques. C'est juste un petit paramétrage à faire. Réduire la surface d'attaque. Donc, on va supprimer tous les modules superflus qui seraient présents sur le parc. Mettre à jour le parc du client. Donc, on va mettre à jour régulièrement les PC, plusieurs fois par semaine, c'est l'idéal. Déployer un antivirus géré professionnel. Donc beaucoup de monde me dit ouais, mon client préfère utiliser son Avast, son AVG gratuit. Il faut arrêter. Là, il faut vraiment les sensibiliser. C'est des vrais passoires. Il faut leur montrer que s'il y a des outils professionnels, c'est pas pour rien. Si ces sociétés existent, c'est qu'il y a une raison. Elles sont bien plus performantes que les solutions gratuites. Donc mettez on va dire, au courant vos clients de ces solutions-là et proposer quelque chose de centralisé de préférence, comme je l'ai dit, un antivirus géré vous facilitera le travail et vous rendra plus réactif. Le filtrage web, donc là c'est quelque chose qui rentre un petit peu dans les mœurs, il faut vraiment filtrer l'utilisation du web pour des raisons de sécurité, empêcher les utilisateurs d'utiliser le web à leur guise et de faire un petit peu n'importe quoi. Protéger les emails, donc le flux d'emails est très important. Il y a beaucoup de spam, il y a beaucoup de menaces à l'intérieur. On doit filtrer les mails. Exploiter les journaux d'événements. Segmenter le réseau pour assurer une meilleure sécurité. Mettre en place des sauvegardes efficaces. Faire des scans de vulnérabilité. Et parler aux clients. Toutes les choses que l'on a vues ne pourront pas être mises en place si l'on n'a pas sensibilisé les clients, si on ne leur a pas parlé des menaces en cours. Donc, ils ne verront pas l'utilité de mettre en place toutes ces protections s'ils ne comprennent pas pourquoi on le fait. Donc là, n'hésitez pas à parler avec les clients. Je vous conseille d'établir, si vous pouvez le faire, on va dire un petit rendez-vous par trimestre, c'est vraiment suffisant. Ça peut être un rendez-vous téléphonique ou en personne si vous avez la possibilité, mais n'hésitez pas à établir, à garder un contact avec les clients. Donc, on va faire un petit peu notre liste de courses, ce dont j'ai besoin pour protéger mes clients. Donc, retirer les droits administrateurs, là, on a l'outil, on va dire, à portée de main, on peut le faire directement. La gestion des correctifs, c'est vrai que si on n'a pas un outil qui va nous permettre de faire ça très facilement et rapidement sur le parc client, ça va être très chronophage. La protection mail, vous n'avez peut-être pas d'outil, on va dire, favori aujourd'hui, un antivirus géré et de la protection email. Donc moi, ce que je vous propose, c'est les solutions Max Focus. Donc beaucoup de monde dans l'audience utilise déjà ce genre de produit. Qu'est-ce que Max peut faire pour vous? Donc on retrouve Max Remote Management, qui est une solution de gestion de parc, une solution de supervision, qui va nous permettre donc d'analyser
ce qui se passe sur le parc client, remonter, déceler les alertes, déceler les failles avant que ça ne soit critique. Donc grâce à Max Remote, on va pouvoir surveiller les logs, les journaux d'événements, voir si l'antivirus se met à jour correctement. On va pouvoir déployer un antivirus directement sur le parc client. Donc c'est la technologie Bitdefender qui est intégrée dans Max Remote Management. Donc elle sera très facile à déployer et très facile à gérer. Et il y a un système de filtrage web qui est mis en place et un accès distant. Donc on retrouve vraiment une panoplie d'outils qui nous permettra de mettre en place rapidement et efficacement la protection sur le parc client. On retrouve Max Backup. Max Backup est une solution de sauvegarde hybride qui permet de faire des sauvegardes distantes et des sauvegardes locales. Donc l'avantage de ce produit, c'est qu'il va nous permettre d'avoir deux stockages, donc le local et le distant, donc double sécurité. Il va nous permettre une continuité des services parce que si le lien Internet du client tombe en panne, la sauvegarde se fait quand même en local et la synchronisation se reprend une fois que le web est rétabli. Donc bien sûr, on travaille sur un système de Delta Block pour ne pas saturer la bande passante du client. Vous avez la possibilité d'héberger Max Backup sur votre propre infrastructure, votre propre cloud. Donc les données de vos clients seront dirigées vers votre propre serveur. Et Max Backup propose des options de reprise d'activité. Les clients aujourd'hui veulent de la réactivité en termes de reprise d'activité. Avec Max Backup, on a vraiment toute une panoplie d'outils qui nous permettra de reprendre et de remettre en service le parc client en quelques minutes ou quelques heures suivant les dégâts qui sont en cours. Max Mail, donc une plateforme cloud de protection d'email qui va nous permettre de faire un filtrage, un archivage des mails et assurer une continuité de service, c'est-à-dire que le client pourra se connecter à cette plateforme cloud si son serveur mail tombe en panne. Donc le serveur mail du client tombe en panne. En fait, la plateforme cloud va faire office de tampon. Elle va continuer à recevoir les mails adressés aux clients. Comme ça, les personnes qui vous envoient un mail ne reçoivent pas de message d'erreur. Et en plus de ça, elle va permettre au client final de répondre aux mails via la plateforme cloud le temps que le serveur mail soit rétabli. Max Service Desk, c'est une option qui est plus destinée pour votre usage interne qui permet de gérer les incidents. Donc gestion de tickets, intervention sur site et contrat de maintenance. Là, c'est pour l'aspect, on va dire, de proactivité et réactivité. Donc, on en arrive à la fin. On a vu les différentes choses que l'on peut mettre en place. Donc, il y a des choses très faciles à mettre en place, des choses qui le sont un peu moins, qui vont nécessiter une adaptation de votre part et de la part du client final, mais qui vont nous permettre vraiment de mettre en place une offre de service multicouche. Cette offre de service multicouche est vraiment dans une optique gagnant-gagnant, aussi bien pour vous que pour le client final. Donc, n'hésitez pas à bâtir ce genre d'offre qui va permettre d'assurer une sécurité optimale au client. Donc, merci d'avoir assisté à la présentation. Vous avez été nombreux à suivre le webinaire. On va passer maintenant à la phase de questions-réponses. Donc, je vous écoute là-dessus.